les communautés en Savoie au XVIIIe siècle. Donc, c'est un grand spécialiste des questions du cadastre, et qui dit cadastre dit aussi découpage géographique, dit commune, bien sûr. Et donc, il va pouvoir nous entretenir de ce sujet et de l'apparition de l'institution de la commune dans les États sardes au XVIIIe siècle. Alors, étant donné les conditions sanitaires, nous ne savons pas quand nous pourrons mettre en place une de nos prochaines conférences. Évidemment, tout est un peu bousculé en raison de cette situation. Il nous a semblé néanmoins important de garder le lien avec vous tous qui nous rejoignez aujourd'hui, de vous proposer cette possibilité non seulement d'écouter, mais aussi éventuellement de voir les intervenants de notre académie. Donc, si l'expérience se révèle concluante, eh bien, nous aurons peut-être l'occasion de vous proposer d'autres conférences de ce type. Voilà, donc je crois que sans plus tarder, je vais donc laisser la parole à Sébastien. Donc, est-il besoin de présenter Sébastien Savoie? Donc, vous savez qu'il s'agit du vice-président de notre société. C'est un grand spécialiste des questions cadastrales, puisque ses travaux de recherche portent principalement sur cette question. Et au-delà de ça, au-delà de la simple question du cadastre, évidemment, on touche beaucoup d'autres types d'informations, et on aborde notamment la question comme je le disais à un instant, des limites et des communes, bien sûr. Alors, Sébastien Savoie donc, étudie ces questions dans le cadre de son doctorat qu'il est en train de mener dans le cadre de l'Université de Genève. Et donc, sans plus tarder, je vais donc lui laisser la parole pour qu'il nous parle donc des communautés d'habitants dans la Savoie d'Ancien Régime, spécialement au XVIIIe siècle. Voilà, donc quelques petits instants, le temps de basculer d'écran pour laisser la parole à Sébastien afin qu'il nous présente son sujet. Je vous souhaite une bonne conférence. Je reprendrai la parole à la fin de son intervention pour vous dire quelques mots. À bientôt. Bien, c'est tout bon, tout marche. Alors, bonsoir à toutes et à tous. C'est quand même un petit peu compliqué de devoir dire ça à mon écran d'ordinateur. Enfin, voilà, c'est le contexte qui veut ça. Alors, je vais vous parler du coup pendant à peu près 3/4 d'heure de la question des communautés d'habitants dans la Savoie d'Ancien Régime, et plus spécialement au XVIIIe siècle, puisque c'est celui que je connais le mieux, finalement. Alors, déjà, on va commencer par un petit propos introductif, parce qu'il ne faut pas oublier que nous, de notre point de vue actuel, au XXIe siècle, ce qu'on entend par la commune, par la municipalité, c'est finalement l'écho de ce que devait être la communauté d'Ancien Régime. C'est la manière, en tout cas, la plus logique à propos de laquelle on aborde la question de la communauté d'habitants. C'est quelque chose qui finalement est d'autant plus logique que ça se traduit un peu dans les faits. C'est-à-dire que grâce au phénomène révolutionnaire, on a une continuité entre la communauté de l'Ancien Régime et la commune au sens municipal actuel. Et donc, pour accompagner cette question-là, on a tendance assez facilement à se dire que notre commune d'aujourd'hui, finalement, repose sur un territoire communal qui serait, s'il n'est pas immuable, serait au moins très ancien. Ça, c'est la vision classique qu'on a
on va dire, assez instinctivement. Et le but de cette contribution, ce sera peut-être d'essayer de repenser cette question, de se demander si finalement, il ne faut pas réinterroger ce concept de communauté et de savoir jusqu'à quel point notre commune actuelle est l'héritière directe, plus ou moins, de la communauté d'habitants d'Ancien Régime. D'autant que la question des communautés, c'est quelque chose qui a beaucoup agité les historiens, déjà de manière très ancienne, au XIXe siècle. Il y a beaucoup de monographies sur la question, des réflexions aussi théoriques qui se sont poursuivies en France et même ailleurs jusqu'à des périodes assez récentes. L'histoire rurale, notamment, a beaucoup contribué à renouveler ces questions, à se poser, à se demander ce qu'est la communauté sous l'Ancien Régime, au Moyen-Âge, voire même des périodes plus anciennes. Et donc, je ne vais pas défricher un terrain nouveau, absolument pas, ce n'est pas la question. C'est un terrain qui, justement, est très bien balisé par l'historiographie. Et voilà, plutôt tenter de remettre les choses à leur place pour la Savoie, pour un lieu et un espace que j'ai quand même passablement étudié au cours de ces dernières années. On va revenir un peu très rapidement sur le cadre de l'étude. Alors, donc, mon propos va essentiellement se centrer sur la partie du duché de Savoie qui est comprise autour d'Annecy. Donc, le duché de Savoie, hop, ici, sur la carte de Borgogno de la fin du XVIIe siècle. Et donc, sur une partie de la province du Genevois, qui est, disons, voilà, l'actuelle Cluse annécienne, qui va nous intéresser particulièrement, puisque c'est un espace que j'ai pas mal étudié. Alors, il faut quand même replacer très vite le contexte. Au XVIIIe siècle, le duché de Savoie, c'est quoi? Bon, finalement, c'est un peu une périphérie de l'espace, enfin du royaume de Piémont-Sardaigne, qui est en fait situé de l'autre côté des Alpes, si on se place depuis la capitale à Turin. Et donc, même si on est sur un territoire transalpin, qui est un carrefour routier majeur pour l'Europe, ce qu'il faut quand même avoir à l'esprit, c'est qu'on n'est pas du tout dans le centre de gravité du royaume, ni démographique, ni économique. La Savoie va être relativement marginalisée au cours du XVIIIe siècle, et donc, vu depuis Turin, la question de la communauté est quelque chose d'assez lointain. Mais on va voir que, malgré tout, il y a une emprise de l'État qui va tout particulièrement nous intéresser au cours de ce propos. Alors, je commence tout de suite par mettre les pieds dans le plat. Qu'est-ce que la communauté, finalement Alors, qu'est-ce que la communauté? Pas pour nous, mais plutôt pour le XVIIIe siècle. Pas oublier que l'historien, généralement, il travaille beaucoup par anachronisme et qu'une des bases même du travail, c'est de repartir des termes tels qu'ils sont utilisés dans leur contexte d'utilisation. Donc, le plus simple pour le XVIIIe siècle, c'est tout simplement de se référer à l'encyclopédie, dont le volume concernant les communautés est paru en 1753. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Beaucoup de choses, mais moi, j'ai retenu une partie de la définition. Il explique qu'en fait, la communauté, en tant que ce terme se prend pour corps politique, est l'assemblée de plusieurs personnes unies en un corps, formées par la permission des puissances qui ont droit d'en autoriser ou empêcher l'établissement. Là, normalement, à la base, on va déjà se dire quel rapport avec notre commune. Alors, effectivement, il y a un petit décalage quand même. Alors, qu'est-ce qui ressort de cette définition? Déjà, c'est que la communauté, c'est un groupe de personnes. C'est un groupe. En l'occurrence, c'est un groupe de chefs de famille. Ça, c'est le premier élément à avoir en tête. Ces chefs de famille sont qui? Alors, en théorie, ce sont des résidents, ce sont des gens qui sont originaires du lieu, qui sont propriétaires dans le même territoire. Bon, voilà. Faut dire que la définition de l'encyclopédie est plutôt vague à ce sujet. On reviendra un peu plus dans le détail un peu plus loin. Ce qui est sûr, par contre, c'est que c'est un groupe qui est politiquement organisé autour de ce qu'on appelle une assemblée. En l'occurrence, l'assemblée d'habitants, c'est un phénomène qu'on rencontre en Savoie, qu'on rencontre ailleurs, que ce soit dans les espaces plus méridionaux ou même dans le nord de l'Europe, et au moins depuis que la documentation nous permet de connaître les communautés, soit
au bas mot le XIIe, XIIIe siècle. Voilà. Et ce qui est important de noter aussi, c'est que cette vie politique est en fait concédée par un souverain, par un pouvoir supérieur finalement. Donc soit un seigneur de type féodal, un seigneur local, soit tout simplement par le pouvoir souverain lui-même. Et donc, en réalité, on peut très bien se dire que s'il y a des villages depuis des périodes très anciennes, des groupes d'habitants depuis des périodes très anciennes, leur statut de communauté en tant que groupe politiquement institué est, lui, né à une période sans doute ultérieure. On peut considérer que, globalement, le Moyen-Âge central est une période de constitution massive de communautés d'habitants au sens où on doit l'entendre ici. Voilà. Donc, en réalité, la communauté, elle ne naît pas de nulle part, elle a une origine, elle a un déroulement et des fois même, elle a une fin. Et c'est ce sur quoi je compte insister au cours de cet exposé. Voilà, il ne faut pas penser que la communauté, c'est quelque chose de complètement immuable. Maintenant, l'acquis sur lequel on va déjà se reposer maintenant, c'est qu'on a affaire à un groupe de personnes. Voilà. Ça, je crois que c'est l'élément central de la communauté. C'est un débat qui a agité les historiens, notamment dans les années 60, c'est de savoir si la communauté, c'était un espace ou c'était des groupes d'habitat ou bien si ce sont des personnes. Je crois que pour l'Ancien Régime, la donnée fondamentale, c'est plutôt la notion du groupe constitué de personnes autour d'une gestion, d'une autonomie politique. Voilà. Maintenant, on va aller un peu plus dans le détail, on va se demander qui, finalement, est membre de la communauté. Alors, c'est une question un peu délicate parce que ce qu'on appelle en Savoie le communier, c'est donc celui qui va participer à l'Assemblée des habitants. Pour le dire autrement, c'est l'individu qui aura un rôle politique dans l'espace de la communauté. Donc, qui c'est bon, c'est un peu compliqué à le définir, d'autant plus qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de règles. Les archives, lorsqu'elles nous en parlent, déjà nous en parlent de manière assez tardive. On a des informations sûres et à peu près quantifiables, pas bien avant l'époque moderne en réalité. On n'a pas vraiment d'exemple partout, tout dépend de la manière dont les archives ont été tenues et conservées par la communauté. Je rappelle très rapidement que pour la Savoie, on a des archives qui sont très bien tenues, plutôt dans les espaces de montagne, et la quasi-totalité des archives communales des avant-pays nous échappe en grande partie. Ça, c'est une première donnée qu'il faut avoir à l'esprit. Donc, qui peut être communié ? J'ai proposé un petit tableau très synthétique qui classe par, on va dire, grands groupes sociaux les individus, les nobles, les bourgeois, le clergé et, alors derrière les roturiers, je mets tous ceux, en fait, je mets en fait tout le reste, c'est-à-dire des paysans, des groupes plus bas dans la société, ce qu'on appellerait très succinctement le tiers-état sans les bourgeois. Et puis, je distingue ensuite par ligne les trois grandes étapes de l'implantation dans le territoire. Savoir si on a affaire à quelqu'un qui est natif de l'endroit, si c'est quelqu'un qui est non natif mais qui est habitant, ou bien si c'est quelqu'un qui n'est pas un habitant mais qui possède des propriétés. Voilà. Donc, en fonction de ces critères-là, on va essayer de définir qui est communié ou pas. Donc, tout va dépendre de ce que nous disent les documents. Certaines sources nous donnent des listes de communiés ou bien tout simplement, on a des comptes rendus, des procès-verbaux d'assemblée d'habitants à la fin de laquelle on a la liste des participants et donc tout simplement des membres de la communauté. Et c'est bien embarrassant parce que c'est assez difficile de catégoriser. La seule chose qui est certaine, c'est que le roturier qui est natif de l'endroit est considéré comme un communier, à condition évidemment qu'il soit chef de famille. Chef de famille, j'entends, ou bien la veuve, si le chef de famille est décédé et qu'il n'a pas d'enfant, disons, majeur ou apte à le représenter. Parfois, on a des bourgeois qui sont natifs de l'endroit, mais qui habitent en ville,
Donc ceux-là, ils peuvent parfois être considérés comme des communiers, ou alors des bourgeois qui n'habitent pas dans le lieu, mais qui ont des possessions assez importantes. C'est notamment le cas, alors j'ai vu ça pour Taloir, près d'Annecy, où voilà, des bourgeois qui ne vivent pas dans le lieu ont un statut de communier. Les roturiers, lorsqu'ils sont seulement habitants, mais pas originaires du lieu, peuvent parfois faire partie de la communauté. Ma foi, ça aussi, ça va dépendre des cas. Et puis, dernier cas, un roturier qui n'est ni natif ni habitant de l'endroit, mais qui possède des biens, peut parfois être considéré également comme un communier. Mais ce sont des cas assez rares. Alors, du coup, à partir de là, est-ce qu'il est vraiment possible de catégoriser qui est un communier, qui ne l'est pas? C'est assez difficile. La seule chose sur laquelle il faut, je crois, pouvoir s'entendre, c'est que la définition du natif de l'endroit et habitant fonctionne très bien, mais elle est, à mon sens, insuffisante si on se place, si on compare les sources qui sont disponibles. Donc, en réalité, ce qu'il faut retenir, c'est que la définition du communier est plutôt exclusive, puisque les nobles et les bourgeois sont ou complètement ou au moins partiellement exclus. Un noble, qui est un seigneur qui est né, qui réside dans le lieu, n'est jamais considéré comme un communier. En tout cas, dans les documents que j'ai consultés, il ne l'est jamais. Le curé de la paroisse non plus. Il faut oublier que les curés sont généralement des fils de communiers lorsqu'ils sont roturiers. Mais ils ne font pas partie de la communauté de l'endroit où ils sont originaires, et encore moins la communauté dans laquelle ils officient. Et puis, les non-natifs de l'endroit, d'une manière générale, sont, en tout cas dans une large part des cas, ne sont pas considérés comme des communiers. Maintenant, la définition ne reste pas figée, et en fonction des documents, on pourra bien entendu trouver des exemples, et peut-être que demain, d'autres documents viendront compléter ce tableau, voire même en nuancer le contenu. Il y a un petit mot très rapide sur ce que les historiens ont appelé les réceptions en communion. Alors, ça existe notamment pour le XVIIe siècle. Ce sont des petits actes dans lesquels la communauté reçoit un étranger, c'est-à-dire un habitant du lieu mais qui n'est pas natif, et l'intègre dans le corps de la communauté, fait de lui un communier, et donc à partir de là, il est considéré comme membre de la communauté d'habitants, comme pouvant participer à l'assemblée et pouvant bénéficier des droits des communiés. Donc, on a en réalité très peu de ces exemples-là. On en a conservé quelques-uns à peine. Ils sont tous concentrés sur un espace, disons, entre la Maurienne et la Tarentaise, et n'existent pratiquement pas avant les années 1600 et n'existent pratiquement plus après 1650. Le problème, c'est que les historiens se sont tous jetés sur ces documents en disant voilà, c'est la marque de ces communautés un petit peu arriérées qui considèrent les étrangers avec un mépris assez sensible, et de temps en temps, ils acceptent d'en admettre un dans leur rang. Voilà. Bon, en réalité, si on se penche un peu plus précisément sur ces documents et si on regarde la chose avec un peu plus de contexte, on s'aperçoit qu'en fait, ces réceptions au communier sont des documents qui sont très marginaux et qui répondent à une exigence spécifique. C'est-à-dire que cette réception en communier, c'est simplement d'intégrer la personne dans le système de la communauté, c'est-à-dire en fait dans l'accession à la gestion de l'espace communautaire, donc les communaux. Lorsque l'espace collectif répond à des exigences particulières, les alpages, la gestion des bois, des fontaines ou des choses comme ça, ces pratiques sont encadrées, et de réaliser une réception en communier, ça permet d'intégrer cette personne-là dans ces pratiques. Ça ne veut pas dire que c'est un étranger, mais on consent à ce qu'il fasse partie de la communauté. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et d'ailleurs, bien souvent, pour le XVIIIe siècle en tout cas, on s'aperçoit que des étrangers qui habitent dans le lieu et qui d'ailleurs font partie de l'Assemblée des habitants, au lieu qu'on leur fasse un petit acte de réception en communier, en fait, on leur fait payer un droit de quelques dizaines de livres,
Et à partir de ce moment-là, ils sont considérés comme communiers et donc ils ont acheté le droit d'utiliser les communaux, voilà, tout simplement. Alors, maintenant, il faut revenir un peu plus précisément sur ce qu'il faut entendre par l'espace communal. Nous, de notre point de vue actuel, c'est quelque chose de tout à fait logique. Ça ne l'est pas au XVIIIe siècle. La communauté, alors ceux qui ont lu les travaux de Gabriel Pérouse pour le début du XXe siècle le comprendront bien, la communauté, c'est d'abord les communaux. Il n'y a pas de communauté au sens politique sans besoin de gérer un espace collectif. Voilà, ça c'est la thèse de Pérouse. Et donc, il va falloir se recentrer sur cette question des communaux. En revanche, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la propriété collective ne signifie en aucun cas une absence de propriété. Voilà. Ça aussi, il faut bien le comprendre, hein. Peut-être qu'aujourd'hui, on a un peu perdu cette question-là, mais c'est quelque chose de très prégnant dans la Savoie du XVIIIe siècle. À l'échelle du duché de Savoie, pour les premières années du XVIIIe siècle, on s'aperçoit qu'en globalement, pour le dire très approximativement, en Savoie, les communaux représentent 50% de l'espace, à peu près. C'est très variable, bien entendu, fonction qu'on est dans les avant-pays ou bien dans les espaces plus montagneux. Alors, dans le Genevois, par exemple, autour d'Annecy, les communaux représentent 23% de l'espace et en Maurienne, 72%. En Tarentaise, c'est 71% de mémoire. Donc, c'est très variable, hein, tout simplement parce que les grands espaces difficilement cultivables des montagnes sont plus facilement sujets à rester de l'espace collectif que des terrains appropriés de manière privée. On connaît en fait 3 grands types de communaux dans la Savoie du XVIIIe siècle. Il y a d'abord, d'une manière très classique, les communaux exploités en commun. C'est finalement les communaux qu'on connaît nous aujourd'hui, hein. Ça peut être les alpages, ça peut être les bois et bien entendu les espaces incultes. C'est en termes de proportion l'immense majorité des communaux. Il y a ensuite les biens communaux possédés particulièrement. Alors, c'est un peu différent. Ce sont des biens qui appartiennent à la communauté, mais que la communauté va louer pour une durée déterminée à un propriétaire privé. Donc, généralement, par le biais d'un bail de 3 ans, 6 ans, 9 ans. Donc, un contrat d'assencement, tout ce qu'il y a de plus classique. Et donc, ces communaux possédés particulièrement deviennent une source de revenus pour la communauté. Donc, c'est un groupe politique qui est aussi capable de créer de l'argent. Là, je vous ai mis sur cette petite image une partie des communaux de Saint-Jean-de-Sixte, donc dans le massif des Aravis. Et donc, alors, la grande parcelle 966,5, il s'agit d'un espace inculte, hein. D'ailleurs, on voit, hein, ça suggère que ce sont des graviers, des choses comme ça. Et au milieu, vous avez des petits champs qui ont été reconquis finalement sur cet espace inculte. Et ces champs sont une propriété communale qui est louée à des durées déterminées à des communes. Et enfin, troisième type, qu'on rencontre un peu moins en Savoie, mais qu'on verra par exemple beaucoup en Auvergne, ce sont les communaux qui sont possédés par un groupe restreint. Qu'est-ce que j'entends par groupe restreint? Ça peut être par les habitants d'un hameau en particulier, à l'exclusion du coup des autres. Ça peut être des communaux qui sont en indivision entre plusieurs communautés, ça existe aussi. Ou bien encore des communaux qui appartiennent aux membres d'une même famille. Famille au sens large, hein, c'est-à-dire en réalité toutes les personnes d'une communauté qui portent le même patronyme. Ça peut être le cas notamment pour des fours ou des bois. Donc voilà, la notion de communaux, ça recouvre plusieurs réalités différentes et voilà, il convient d'avoir ça à l'esprit aussi. Alors j'en viens au deuxième point de mon exposé, autour de la communauté prise au milieu de ses pouvoirs concurrents. Parce que la communauté, en réalité, elle se construit en concurrence d'autres pouvoirs qui se situent dans le même territoire, et cette concurrence s'avère parfois conflictuelle. En réalité, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? C'est que, rappelez-vous, si les nobles et le clergé ne sont pas
considérés comme des communiers, c'est tout simplement parce qu'ils font partie de ces pouvoirs concurrents. L'espace communal se construit en fait au milieu d'un enchevêtrement d'autres pouvoirs qui sont la paroisse, donc la paroisse qui est gérée en fait par le curé, et le fief qui est géré par le seigneur. Ça, c'est un peu caricatural, mais le schéma global, c'est ça. Donc là, voilà, Clermont, dans l'avant-pays du Genevois, au début du XVIIIe siècle, voilà, c'est très synthétique, mais ça fait bien ressortir l'idée. Au milieu, dans le village, vous avez un château, vous avez une église, et la cure comme le seigneur ont des biens un peu partout dans le territoire, et ces biens vont s'additionner avec les propriétés des uns et des autres. Donc, de notre point de vue actuel, ça paraît un peu compliqué à comprendre parce que la rigidité qui est née après la Révolution, la rigidité juridique des droits de propriété, fait que pour nous, c'est complètement aberrant. Mais on va voir qu'en fait, pour l'Ancien Régime, tout cela fonctionne à peu près bien et c'est là-dessus, je crois, qu'il faut insister. On va insister aussi sur le fait qu'il faut se demander si la communauté se construit vraiment en concurrence ou bien en co-construction de ces pouvoirs qui existent par ailleurs. Alors, un petit point très vite, du coup, dans le détail sur ces pouvoirs concurrents. J'ai essayé de schématiser comme j'ai pu quelque chose qui, en fait, n'est pas du tout évident à représenter, c'est-à-dire sur un même territoire. Voilà, on va repenser à notre exemple de Clermont, sur un même territoire dit communal. Qu'est-ce qui se superpose? Le fief, c'est-à-dire la seigneurie, qui est bien souvent une construction déjà assez ancienne au XVIIIe siècle, mais qui naît, qui disparaît, qui évolue, qui se remorcelle, etc., au cours des siècles. Ce pourquoi j'ai bien fait exprès de représenter le cadre de la seigneurie pas du tout à la même échelle que le cadre du territoire, parce que deux seigneuries peuvent se superposer sur un même territoire, peuvent être en décalage, ou à l'inverse, une seule seigneurie peut être étendue à plusieurs communautés, etc. Il y a ensuite l'échelle de la paroisse. L'échelle de la paroisse, c'est donc celle qui est représentée par le curé autour de l'église et donc de la cure. Elle a donc une fonction religieuse et elle rassemble en fait les habitants. Il y a toute une historiographie qui a dit qu'en fait, au cours du Moyen-Âge, les villages se sont formés autour des châteaux. Donc c'est vrai, bien sûr, mais il ne faut pas oublier que le château ne se forme jamais ou très rarement sans église. Et en réalité, c'est plutôt la présence d'une église qui va agglomérer les habitats dispersés en direction d'un village ou d'un hameau spécifique. Ça a été très bien étudié par Fabrice Mouton et Nicolas Carrier dans le cadre des Alpes du Moyen-Âge. Et par-dessus ça, en fait, une fois qu'un groupe d'habitats s'est formé autour d'une église, eh bien, on voit apparaître une organisation de cette population-là, indépendamment du pouvoir seigneurial et du pouvoir ecclésiastique en général, à travers finalement la communauté. Et la communauté, elle va se réunir autour de quoi? Pas du château, pas de l'église, mais du cimetière. Alors pourquoi le cimetière? Déjà parce que c'est assez commode, c'est un espace commun, c'est un espace ouvert, c'est l'espace où on va enterrer les ancêtres et où on va avoir la mémoire des ancêtres. Le cimetière, d'une manière générale, au Moyen-Âge et même sous l'Ancien Régime, c'est un peu le lieu où on fait tout et n'importe quoi. Au XVe siècle, l'évêque de Genève se plaint que les habitants du Châtelard, dans les Bauges, se réunissent un peu trop souvent dans le cimetière, à tel point qu'ils y tiennent le marché et qu'ils y vendent du bétail. Ça passe assez mal. Enfin, c'est assez révélateur du fait que le cimetière est vraiment un espace public. Et c'est un espace public politiquement, puisque généralement dans les archives de la période moderne, on s'aperçoit que l'Assemblée des habitants se réunit dans le cimetière. Voilà. Ça, c'est un fait établi, et il faudra attendre vraiment la fin de l'Ancien Régime et pas partout, surtout dans les espaces de montagne, pour qu'on commence à construire des maisons communes. C'est-à-dire, en fait,
un bâtiment qui servira à réunir la communauté, ou enfin le conseil, c'est-à-dire l'ancêtre de nos mairies actuelles. Mais pour l'immense majorité de l'Ancien Régime, tout cela n'existe pas. Voilà, donc ces pouvoirs concurrents, ils sont aussi concurrents parce qu'ils ont en commun d'aller prendre une certaine partie de la fiscalité. Alors, les seigneurs en Savoie, ils réclament une certaine quantité de redevances qu'on appelle des servis, et qui reposent sur des redevances en nature ou en argent, ou les deux. Par-dessus, la paroisse, traditionnellement, va récolter la dîme. La dîme, c'est plutôt, en fait, une redevance en nature qui est censée être une fraction de la récolte. Pas vraiment un dixième, mais plutôt un onzième, un treizième, un quinzième, ça dépend. Et généralement, plutôt centré sur les céréales. Et puis par-dessus, la communauté, elle aussi, elle va prélever des taxes. Sauf que le problème, c'est que la communauté, elle va les prélever indirectement. C'est-à-dire qu'elle ne les prélève pas à son compte, en tout cas en théorie. Elle réalise le prélèvement de ce qu'on appelle la taille pour le compte de l'État. Et donc, elle se charge de récolter la taille dans les différentes maisons, auprès des différents propriétaires, rassemble cette somme et l'envoie ensuite au trésorier provincial, puis au XVIIIe siècle à l'intendance. Donc, on reviendra un peu plus en détail là-dessus, mais voilà, il faut avoir ce cadre-là. Si les pouvoirs sont concurrents, c'est à la fois parce qu'ils partagent un même espace, mais aussi parce qu'ils ont chacun une fiscalité propre qu'ils gèrent. Un petit exemple concret pour illustrer tout ça. Alors, ça, c'est le cas de Doussard. Doussard, c'est au bout du lac d'Annecy. Une communauté moyenne d'une centaine de feux dans les années 1730, une centaine de chefs de famille, et qui est à la fois basée en plaine et en montagne, et elle possède notamment d'importants bois communaux et des alpages. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ce territoire-là? Donc, l'espace que j'ai surligné ici en rouge, le curé de la paroisse prélève déjà une dîme sur les céréales et sur le vin. Sauf qu'il ne la prélève pas uniquement pour lui, il la prélève aussi pour le compte de l'abbaye royale de Talloires, qui se situe en face. Et donc, déjà, rien qu'à ce niveau-là, la dîme est partagée entre deux pouvoirs qui sont plus ou moins concurrents. Par-dessus ça, il y a tout un ensemble de redevances féodales qui sont perçues. Et là, on est encore au XVIIIe siècle, je ne parle pas du Moyen-Âge. Alors, ces services sont réclamés en grande partie, c'est pour ça que le rond est plus gros, par l'abbaye de Talloires, au nom de la rente de la communauté, mais également par le marquis de Sales à travers deux rentes, la rente de Châteauvieux et la rente du mandement de Douin. Voilà, donc je les ai représentés ici. L'abbaye de Tamier, de son côté, perçoit également une certaine quantité de redevances à Doussard. Il faudra encore rajouter par-dessus la maison forte de la Tuile et la maison forte du Noiret, qui sont deux rentes supplémentaires à partir desquelles une quantité de céréales, de vin, d'argent et même de biens divers sont réclamés. Quand je dis des choses diverses, ça peut être des fruits à noyaux, ça peut être des poules, des choses comme ça. Voilà. Et l'ensemble de tout cela forme un assez important complexe fiscal qui est finalement assez imperceptible dans les sources. On les rencontre assez peu, on en connaît difficilement l'étendue. D'ailleurs, il serait un peu hasardeux de croire que ces redevances et ces servis reposent sur l'ensemble du territoire. Ce n'est pas du tout vrai. Ça s'attache à un certain nombre de parcelles bien précises, à certaines propriétés bien précises qui sont liées en réalité à l'émiettement progressif des fiefs. Et par-dessus ça, il faudra encore rajouter un droit de pêche sur le lac que le marquis de Sales s'est empressé au début du XVIIIe siècle de réaffirmer. Il existait déjà, il était un peu tombé en désuétude et voilà, il avait été remis en service, assez violemment d'ailleurs, à partir du début du XVIIIe siècle. Donc, c'est l'ensemble de ces réalités-là qu'il faut prendre en compte. Et alors, par-dessus tout ceci, il va encore falloir rajouter la taille, c'est-à-dire l'imposition sur les territoires et sur les propriétés,
qui est cette fois-ci pris pour le compte de l'État. Maintenant, troisième partie de cette intervention, c'est quels sont les mouvements de la communauté au cours du XVIIIe siècle. Parce qu'il ne faudrait pas croire que tout ceci est une réalité qui est figée dans le temps. C'est absolument pas vrai. Et d'autant plus que le XVIIIe siècle est une période où les mouvements politiques, économiques et administratifs sont très importants. Alors, l'historiographie a souvent mis en avant le fait que le XVIIIe siècle, c'est avant tout le temps où l'État se réaffirme et où on met sous tutelle les communautés d'habitants. C'est valable un peu partout en Europe. Alors, selon un schéma théorique qui est assez bien établi, à la fin du Moyen-Âge et sur toute la période moderne, on assiste au renforcement de ce qu'on appelle l'État moderne. L'État moderne, c'est en réalité un État qui est capable de se défendre tout seul. Et s'il est capable de se défendre tout seul, c'est qu'il peut, alors très schématiquement, c'est qu'il peut entretenir une armée. Et s'il peut entretenir une armée, il a besoin d'une fiscalité d'État. Cette fiscalité d'État qui a donc besoin d'un encadrement. Cet encadrement, donc, c'est comment on va pouvoir percevoir l'impôt jusqu'à l'État, donc en fait la taille. Et donc la question centrale, ça va être comment est-ce qu'on va pouvoir encadrer la manière dont les communautés prélèvent l'impôt auprès des habitants pour être sûr de pouvoir le percevoir. Et en creux, c'est en fait la question de l'autonomie des communautés qui est à revoir. Et donc, on s'aperçoit, entre la fin du XVIIe siècle et surtout au long du XVIIIe siècle, une perte d'autonomie des communautés qui doivent de plus en plus rendre des comptes aux intendants, qui doivent produire des documents de manière un peu plus fréquente et qui sont de plus en plus encadrés par le pouvoir central. Et par-dessus ça, il y a encore, à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, un mouvement d'économistes qu'on appelle les physiocrates. Les physiocrates, ce sont des penseurs en fait, qui fondent l'économie sur l'agriculture et sur la propriété. Et donc, eux, comment ils vont réfléchir? Ils vont se dire que les communaux sont des espaces qui sont à peu près incultes, qui sont très mal utilisés, ou en tout cas pas suffisamment. Et donc, tout simplement, il faut supprimer les communaux et les transformer en propriété privée pour que l'économie agricole puisse s'augmenter considérablement. Voilà. Donc là, on est sous le feu de toutes ces attaques et les communautés d'habitants sont, en Savoie comme ailleurs, prises entre ces réflexions d'économistes et les besoins de l'État. J'ai mis que 4 dates pour la Savoie. Je me suis permis d'éviter d'alourdir la chronologie. Mais évidemment, si j'avais voulu rentrer dans le détail, il aurait fallu en dire beaucoup plus. En 1779, il y a un règlement sur les communautés. Le XVIIe siècle savoyard est quand même pas un grand siècle administratif, il faut le dire, entre les guerres, les accidents climatiques et les diverses famines. C'est un peu compliqué de faire des réformes importantes. Mais enfin, c'est un moment où on va un petit peu recadrer la manière dont fonctionnent les communautés d'habitants. Mais il n'y a encore pas de réelles contraintes à ce moment-là. En 1723, Victor Amédée II publie les Royales Constitutions, qui sont en fait une compilation législative qui sera complétée en 1729 et à nouveau recomplétée au début des années 1770. Et donc là, on voit qu'il y a on assiste à un moment où l'État se renforce et du coup produit des outils administratifs. En 1738, donc c'est pour ça que je l'ai souligné, c'est le moment pivot de l'édit de péréquation qui va reprendre complètement l'administration des communautés. Et on va revenir là-dessus. Et en 1773, les affranchissements, qui sont le moment où l'État va accompagner les communautés vers la disparition progressive du fief, en permettant aux communautés de racheter les droits féodaux. Alors, est-ce qu'on a affaire en Savoie à une perte d'autonomie? Bon, on va comparer très schématiquement. Avant 1738, on a une assemblée d'habitants qui est, alors pas dirigée, mais qui est sous la responsabilité d'un syndic ou de plusieurs, parfois en montagne d'un conseil, c'est très rare, faut le dire.
Et au début de chaque année, ils élisent un regratier qui est chargé de collecter le sel, donc, pour le compte de la gabelle, et un exacteur qui va lui aussi, de son côté, s'occuper de prélever la taille. Ils sont encadrés, c'est un mot un peu fort, ils sont supervisés ou assistés d'un châtelain qui est en fait un officier dérivé du pouvoir seigneurial qui est généralement un notaire et qui en fait les aide à rédiger des documents, à communiquer avec le pouvoir central ou l'administration provinciale. C'est pas vraiment c'est pas vraiment quelqu'un qui a une autorité, c'est plutôt quelqu'un qui assiste la communauté. Mais voilà, on a quand même comme ça un agent qui fait le lien entre l'administration et l'échelon communal. Et puis au-dessus, de manière assez lointaine, on a la nébuleuse de l'administration. Alors, la Chambre des comptes, c'est avant tout ça qui va être déterminant jusqu'au début du XVIIIe siècle. Et puis, lorsqu'elle sera supprimée en 1720, pour la Savoie, et déjà même un peu avant, seront la figure des intendants, en fait, qui vont avoir la main sur ce qui se passe dans les communautés. Enfin, tout ça, ça reste assez vague et plutôt lâche. Ce qui se passe en 1738, lorsqu'on applique l'édit de péréquation et le nouveau règlement des communautés, on va avoir un conseil paroissial de 2 à 4 membres, des fois un peu plus, en fonction de la taille de la communauté, dirigé par un syndic. De la même manière qu'avant, ce conseil paroissial va élire au début de chaque année un regratier et un exacteur, exactement pour remplir les mêmes fonctions qu'auparavant. Comment fonctionne ce conseil? En fait, le syndic, c'est le conseiller le plus ancien de l'année, et à chaque année, on va faire rentrer un nouveau conseiller, ce qui fait qu'on a en fait un roulement permanent, et le syndic de l'année précédente sort et laisse sa place au conseiller le plus ancien de l'année précédente, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'on a un roulement permanent d'un groupe de 4, 5, 6 personnes. Ces gens-là sont ensuite supervisés par un secrétaire qui a pu être un ancien châtelain, qui ne l'est pas nécessairement, et qui va avoir pour but de contrôler tout ce qui se passe, de s'assurer que la communauté se réunit en temps et en heure lorsqu'il y a besoin, et de produire tous les documents administratifs nécessaires au fonctionnement de la communauté. Parfois, on a toujours le châtelain, mais il ne sert plus à grand-chose. Ou alors, si ce n'est pas le châtelain, son curial, c'est-à-dire globalement son assistant, qui croise presque plus dans les documents. Et puis, au-delà de ça, l'administration, l'administration, c'est surtout le rôle très fort de l'intendant, qui nomme le secrétaire et avec qui il entretient une correspondance très assidue, pour ne pas dire permanente. L'intendant, c'est avant tout une véritable machine à produire de la communication écrite. Je crois que c'est comme ça qu'il faut les définir. Qu'est-ce qu'on peut dire pour faire le parallèle entre ce qui se passe avant 1738 et ce qui se passe après? Bon, simplement 2 petites remarques. C'est déjà que l'Assemblée des habitants a disparu. En 1738, l'Assemblée des habitants disparaît. On remplace l'Assemblée des communiers par une petite fraction qui est censée être représentative. Et puis, deuxième chose, c'est que les échelles se resserrent. Avant, l'administration, c'était quelque chose d'un peu lointain, c'est pour ça que j'ai mis un espace un peu large. Là, l'administration, on la sent vraiment. La communauté est obligée de remplir un registre de délibération de manière très précise et codifiée. Et l'intendant, de temps en temps, il passe, il vérifie que les papiers sont bien tenus en ordre, etc. Donc voilà, on a quand même un resserrement de l'administration autour de la communauté. Et donc, je pense que parler de mise sous tutelle des communautés, ce n'est pas quelque chose de vraiment choquant. Maintenant, il faut quand même dire 2 mots de l'entreprise cadastrale qui secoue la Savoie dans les années 1730. Il va y avoir un rôle déterminant du cadastre dans cette politique-là. Déjà parce que le cadastre sarde, qu'on appelle aujourd'hui le cadastre sarde, il encadre la fiscalité. Au lieu qu'auparavant, la communauté décide elle-même comment répartir l'impôt entre les différentes propriétés et réaliser elle-même ses cadastres, là, c'est l'État qui va le commander, c'est l'État qui le réalise et c'est l'État qui le met en application. Ce cadastre va permettre notamment un contrôle des propriétés. Il va servir, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il va servir
d'une véritable arme contre la noblesse et contre le pouvoir féodal d'une manière générale, et faire figure d'un outil administratif complètement nouveau. Le peu de cadastres avec des plans qu'on conserve en Savoie avant le XVIIIe siècle, ça ressemble à ça, hein, comme ce que vous voyez pour Salanches, là, 1703. Bon, bah, en gros, c'est un espèce de schéma dans lequel on dit, voilà, à tel endroit, il y a un tel, il paye tant, et ça s'arrête là, quoi. À partir de 1738, on a quand même beaucoup plus de choses. On a finalement plein de choses dont on n'avait pas besoin dans un cadastre, hein, les routes, les ponts, les emplacements précis des églises, des châteaux, etc. Donc, on change complètement d'échelle. Et ce qui est déterminant, là encore, c'est que ce cadastre va pour la première fois permettre de manière exhaustive pour l'ensemble du déchet de Savoie de définir un territoire qui est figé. Il est figé parce que il y a un plan, il y a des bornes et on connaît l'emplacement précis des limites entre toutes les communautés. Ça, c'est une nouveauté complète, hein, dans la Savoie du XVIIIe siècle, hein. Le mieux, en plus, c'est que ça s'est passé pratiquement sans problème. Ce cadastre va également permettre la fixation des droits et des possessions. Donc, où se situent les communaux, à qui ils appartiennent, comment on réglemente les usages, comment on encadre les éventuels conflits entre deux communautés qu'il y a pu y avoir auparavant. Et puis, étant donné qu'on enregistre des droits, qu'on les fixe par écrit, ce que la communauté n'avait pas toujours fait auparavant, et notamment dans les avant-pays, eh bien, ça va permettre d'être une arme contre la noblesse, en ce que la communauté va pouvoir verrouiller l'accès au cadastre à la noblesse qui aurait pu avoir des envies de modification, quoi, notamment lorsque les nobles ont envie de faire valoir leurs prérogatives. Et là, on connaît, pour l'ensemble du XVIIIe siècle, et notamment la seconde moitié du XVIIIe siècle, une vague assez importante de violence entre les agents du pouvoir seigneurial et les communautés. Là encore, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais il faut savoir que ça existait. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que le cadastre, paradoxalement, il permet de nuancer la mise sous tutelle des communautés. Parce que les communautés, dès le moment où on commence à réaliser le cadastre, elles s'aperçoivent que c'est un outil qui peut leur servir et qui peut aller dans leur sens. Donc, elles ont su s'approprier ce document pour s'en servir afin de se défendre et de défendre leurs propres intérêts. Ça, c'est quelque chose d'important. Et enfin, dernier point que je voulais évoquer, c'est qu'en réalité, la communauté d'habitants, elle n'est pas figée, ni au XVIIIe siècle, d'une manière générale, et encore moins suite au cadastre. Je m'explique. Je prends l'exemple d'une petite commune que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle Entreverne, qui est située près d'Annecy. Donc, alors, c'est un espace enserré entre deux montagnes, qui comporte 200 habitants en 1757. À l'époque où on réalise le cadastre, en 1730, elle est coupée entre deux communautés historiques, donc Douin d'une part et La Tuile d'autre part, que j'ai représenté sur mon petit schéma en noir. C'est une paroisse indépendante, c'est-à-dire qui a sa propre église depuis 1717. Donc, depuis 1717, les habitants du lieu ne vont ni à Douin ni à La Tuile pour aller à la messe, mais se réunissent directement dans leur village. Passe le cadastre, on réalise les arpentages, etc. Le cadastre est publié en 1738. Les communautés fonctionnent en vertu de l'édit de péréquation en 1738, comme je l'ai montré juste avant. Sauf qu'en 1742, les habitants donc du hameau d'Entreverne côté La Tuile et du hameau du Bourjal côté Douin se réunissent et demandent à l'intendant du Genevois d'être érigé en communauté à part entière, c'est-à-dire d'être érigé en communauté politique à part. L'intendant dit oui, tout simplement, et donc en 1742, on modifie les cadastres et on crée la communauté d'Entreverne au sens politique et administratif. Elle va donc avoir son propre cadastre, son propre registre de délibération, son conseil paroissial, et va fonctionner exactement comme les autres communautés fonctionnaient jusqu'alors. On s'empresse de marquer ça sur les plans cadastraux. Donc là, c'est la map originale de Douin, et on voit qu'on a rajouté une petite limite en jaune ici, qui indique l'emplacement de la nouvelle limite entre Douin de 1742 et Entreverne. Voilà, donc à partir de là, le nouveau territoire
est matérialisée et on consacre une nouvelle communauté d'habitants qui aura son existence politique propre et qui aura sa production administrative propre également. Voilà, donc, tout ça pour dire que les communautés d'habitants, ce n'est pas quelque chose d'immuable, ça apparaît et ça disparaît au cours du temps, voilà, tout simplement. Et ça, je crois que c'est une question c'est une remarque qui est centrale dans la réflexion. Alors, avant de conclure, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces communautés d'habitants quand on se place à la fin de l'Ancien Régime ? C'est déjà que alors, le phénomène cadastral aura amplifié la situation, mais il faut noter qu'on a eu une apparition de nouvelles communautés tout au long du siècle. J'ai parlé d'Entreverne. Dans les années 1740, on a plusieurs communautés qui naissent dans le Chablais. On a également des créations de communautés encore plus tardives, donc les Contamines Montjoie qui sont détachés de Saint-Nicolas-de-Véros en Faucigny en début des années 1760, les Ouches qui sont détachés de Chamonix en 1790, etc. Ce sont des communautés politiques qui naissent à ce moment-là, mais ce sont toujours des territoires qui possédaient déjà une existence en tant que paroisse, c'est-à-dire qu'il y avait déjà leur église. Là, on parle vraiment de communauté au sens politique, territorial, et donc avec l'ensemble de la production d'écrits administratifs que ça accompagne. Lorsqu'on crée une communauté, on crée également un conseil et on crée également des papiers, en fait. Des papiers qui vont servir à faire le lien entre la gestion des affaires locales et le pouvoir central. Je disais que l'Assemblée des habitants disparaît en 1738. C'est vrai en théorie, mais pas vraiment, puisque une dernière Assemblée d'habitants aura lieu en 1773 à l'occasion de la mise en route des affranchissements. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que c'est la seule fois entre 1738 et la Révolution où l'Assemblée des habitants au complet va se réunir et non pas uniquement le conseil paroissial. Encore un point déterminant, alors ces affranchissements, c'est-à-dire ce rachat des droits féodaux, il va falloir le financer. Parce que voilà, on supprime ce que les communautés payaient à titre de redevance, mais il va bien falloir compenser. Alors pour compenser, on propose notamment de vendre les communaux, de les vendre à des privés aux enchères. Ce qu'il faut noter, c'est qu'en Savoie, dans une majorité des cas, pas partout, mais dans une majorité des cas, les communautés vont dire non, tout simplement, à la vente des communaux, en disant que c'est la seule ressource pour les pauvres de la paroisse et ceux qui n'ont pas de biens fonciers. Donc, vous voyez qu'il y a quand même moi, je vais jusqu'à dire qu'il y a une identité communale qui s'affirme au cours du XVIIIe siècle, par le biais du cadastre d'une part, et aussi par le fait que la communauté défend ses prérogatives et se défend en tant que groupe. Donc la notion du groupe politiquement constitué, elle existe toujours. Et enfin, la Révolution française, alors qui a lieu en Savoie en 1792, l'administration française ne va pas passer par quatre chemins. Elle va dire que tout simplement, la commune, en tant que municipalité née de la Révolution, correspondra d'office au territoire de la communauté qui avait été défini par le cadastre un demi-siècle auparavant. Alors pour conclure, ce qu'il faudra peut-être se souvenir de cette petite contribution, c'est que les mouvements sont permanents. La communauté n'est pas quelque chose d'immuable, que ce soit compris en tant que groupe d'individus, en tant qu'espace politique, en tant que territoire, en tant que paroisse, etc. Il y a des mouvements permanents, même à l'échelle seulement du XVIIIe siècle. Le point commun, c'est peut-être qu'en fait, on a affaire à travers la communauté à un groupe d'individus qui partagent un espace vécu commun. Cet espace vécu, donc en fait, voilà, c'est ce que nous, on appelle aujourd'hui le territoire de la commune. Cet espace, il existe dès le Moyen-Âge, mais il se territorialise de manière progressive, c'est-à-dire que d'un certain flou au cours du Moyen-Âge et à l'époque moderne, un flou qu'on résorbe volontairement ou non lorsqu'il y a des conflits d'appropriation entre deux communautés voisines, ou alors des fois ça arrange bien les communautés qu'un flou reste entretenu. Celui-là, il va disparaître progressivement avec les réformes administratives du XVIIIe siècle et le rôle qui pour moi est central du cadastre sarde. Vraiment, la réforme cadastrale aura été avant tout
enfin pas avant tout, mais aura été une réforme majeure dans l'existence et le fonctionnement des communautés d'habitants, et aussi dans la possibilité qui sera laissée aux communautés d'habitants de réaffirmer leurs droits et de renforcer leur territorialité. Alors du coup, bon, est-ce que cette mise sous tutelle des communautés, elle est vraiment effective? Oui, je pense qu'on peut le dire, mais les choses ne sont jamais aussi simples sous l'Ancien Régime. Tout est toujours plus complexe que ça en a l'air au premier regard. Et en fait, que la communauté soit devenue une coquille vide, c'est vrai qu'à moitié, parce qu'effectivement, l'Assemblée des habitants disparaît, elle est remplacée par un conseil paroissial de quelques personnes seulement, qui sont chargées en fait de faire fonctionner la machine administrative. Si on regarde de loin, c'est comme ça que ça marche. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a tout ce que les documents ne nous disent pas qui continue de fonctionner. Il serait impensable de se dire que l'élection par le conseil paroissial du nouveau conseiller au début de l'année ne se fasse pas sans consultation de la population, ne se fasse pas dans le dos de la communauté. Ça, ce n'est pas possible. Donc, en fait, c'est plutôt un déplacement du regard, c'est-à-dire que l'Assemblée des habitants, elle n'existe plus au sens où elle n'apparaît plus dans les documents. Parce que la rigidité documentaire liée à l'édit de péréquation fait qu'on ne les voit plus. Ce n'est pas pour ça qu'ils n'existent plus. Moi, je pense que alors, il faut mettre des guillemets, mais la démocratie au sein de la communauté d'habitants, elle existe toujours. Elle a juste été occultée des documents, pour moi. Et donc, à partir de là, je crois qu'il faudra reconsidérer la mise sous tutelle des communautés qui existe, mais qu'il faudra savoir nuancer en fonction des endroits, même si ça reste un mouvement de fond général pour le XVIIIe siècle. Et donc, à partir de là, ce qu'on peut conclure, c'est que la communauté, c'est bien un ancêtre partiel de notre commune actuelle, qui se fonde en fait sur un groupe de personnes, mais un groupe de personnes qui est intégré dans un territoire plus vaste, qui est en fait le territoire communal qu'on connaît nous aujourd'hui, et dont la réalité géographique se cristallise au XVIIIe siècle, avec notamment les apports du cadastre et les réformes administratives du XVIIIe siècle. Et je termine du coup, pour finir avec le cadastre, sur la copie de la map de Meaux en Chautagne, où là, on se rend bien compte de ces réalités-là. C'est-à-dire que la communauté, c'est avant tout un espace qui est délimité, et dans lequel on va pouvoir faire transcrire un certain nombre de droits, qu'ils soient des droits liés à des individus en particulier, aux groupes communautaires en général, et donc finalement de simplifier, de commencer à simplifier un ancien régime qui est décidément pour nous assez complexe. Voilà, je vous remercie et je rends la parole à notre président pour le mot de la fin. Merci beaucoup Sébastien, et vraiment c'était vraiment lumineux. Et là je vais reprendre une des interventions d'un des spectateurs qui dans le chat a écrit que c'est étonnamment intéressant et intelligible. Je crois que ces quelques paroles résument vraiment très très bien effectivement cette synthèse que tu nous as proposée. Moi j'ai trouvé ça tout simplement magistral, n'ayons pas peur des mots. Donc vraiment un immense merci. Et alors magie d'internet et du chat, on va avoir un petit peu d'interactivité parce qu'il y a eu 2 questions qui ont été posées dans le chat. Donc je vais te les poser, et si tu veux bien, donc tu apporteras une petite réponse. Alors, première question, le cadastre sarde est-il le premier cadastre européen? Pas tout à fait. En fait, le cadastre sarde, il est généralement présenté comme le premier cadastre cartographié d'Europe. En fait, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que traditionnellement, dès la fin du Moyen-Âge, on voit se développer des cadastres sous forme de registres. Étymologiquement, les cadastres, ce sont des registres dans lesquels on enregistre la taille pour les propriétés. Mais il n'y a pas de plan. Les plans, ils arrivent alors de manière très éparse et très rare au cours de la période moderne en général. Mais à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, notamment parce que l'État commence à vouloir réaliser des cadastres généraux, c'est-à-dire qu'ils veulent les faire eux pour ne plus que les communautés s'en occupent, eh bien, l'État il va faire quoi? Il va se dire, bon, est-ce que finalement on ne peut pas se servir
de l'armée et des apports nouveaux de la cartographie militaire pour réaliser les cadastres. Parce que ce qu'on a là-dessus, sur le plan, la map de mots, tout ça, on n'aurait pas pu l'avoir sur un cadastre réalisé par les communautés. Pour une raison assez simple, c'est que les communautés, elles prenaient en compte que les biens qui étaient soumis à la taille, c'est-à-dire les parcelles cultivées et les parcelles qui appartiennent à des roturiers, c'est-à-dire en fait à des gens qui sont soumis à la taille. Alors sur un plan comme celui-ci, il y a peut-être la moitié des éléments qui n'apparaîtraient pas. Grâce au plan cartographié, au plan parcellaire, on va être obligé de tout représenter. On ne peut plus laisser de vide sur les cartes. Donc ça, c'est la grande nouveauté qui apparaît à la fin du XVIIe siècle, mais pas sur des grandes échelles. En fait, on va faire un peu des tests par endroits, notamment dans le nord de l'Europe, en Suède, etc. On commence à faire un peu des tests. C'est très compliqué, c'est très long à mettre en œuvre, c'est très difficile à faire arriver à son terme. En fait, en Europe, la première grande réforme cadastrale parcellaire, elle intervient dans le Milanais à partir de 1718. Alors, oui, c'est un peu particulier le Milanais parce que c'est très proche de ce qui va se faire en Savoie, mais la grande différence, c'est que ça ne va pas aboutir. C'est-à-dire que dans le Milanais, il y a les élites nobles et du clergé qui vont s'opposer au cadastre, et on veut bien le comprendre puisque du coup, par le système des plans, l'État est en train de rentrer dans leurs affaires privées. Donc, ça ne leur plaît pas. Ils arrivent à bloquer le projet en 1723. Il faudra attendre 1760 pour que la machine puisse être remise en route et finisse par aboutir avec ce qu'on appelle aujourd'hui le cadastre thérésien. En Savoie, en fait, c'est finalement le premier cadastre cartographié abouti, puisque c'est le seul, c'est le premier qui va être mené jusqu'à son terme et pouvoir être appliqué en 1738. Donc, en soi, c'est quand même un cadastre qui est très singulier, mais techniquement, on ne peut pas dire que c'est le premier cadastre européen. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Très bien, bien. Merci Sébastien. Effectivement, j'espère que la réponse conviendra. Alors, deuxième question. Les regratiers, exacteurs, syndics, sont-ils élus ou nommés? Pour combien de temps? Est-ce que c'est pour une durée déterminée ou à vie? Et est-ce qu'ils sont rémunérés pour leurs actions? Alors, ils sont élus. Alors, dans ce que j'ai vu dans les archives, que ce soit avant 1738 ou après, en fait, au début de l'année, lorsque ou l'Assemblée des habitants ou le Conseil procède à l'élection du syndic, le syndic nouvellement élu rend les comptes de l'année. C'est-à-dire qu'il dit, bon, voilà, les comptes de la communauté arrivent à temps et temps, on est à l'équilibre, on est en déficit, ou etc., on est excédentaire. Bon, ça, c'est la première chose. Et puis, il va falloir réélire ensuite un exacteur et un regratier, tout simplement parce qu'ils sont élus pour un an seulement. Ils sont élus. Là encore, c'est un peu ambigu parce qu'en réalité, ils vont avoir leur place aux enchères. Plusieurs personnes qui veulent être exacteurs vont proposer leur candidature au conseil ou à l'Assemblée des habitants. Et donc, chacun va essayer de remporter l'enchère. Comment ça se passe? En fait, ça va se passer sur leur rémunération, tout simplement. Parce que si une communauté, donc je prends un exemple n'importe lequel, une communauté doit une taille de 1000 livres, bon, bien, l'exacteur, il va devoir récolter ces 1000 livres, mais il va pouvoir en garder un pourcentage en plus qui sera lié en fait à sa propre rémunération. C'est-à-dire, si un exacteur dit, bon, voilà, moi, je vais me rémunérer à hauteur de 1% du montant de la taille, bon, au lieu de récolter 1000 livres, il va récolter 1010 livres et il va du coup garder le supplément. Alors, ça, c'est encadré un peu par l'État qui dit que la rémunération de l'exacteur ne pourra pas dépasser 4% du montant total de la taille. C'est exactement la même chose pour les regratiers. Je donne l'exemple de l'exacteur, mais les regratiers, ça fonctionne exactement pareil. Et donc, lorsque les candidats se présentent à l'enchère,
eh ben, ils vont chacun essayer de donner la rémunération à plus faible. Le premier va dire, voilà, moi, je prends 4% de la taille. Le deuxième, il dit, bah, moi, je prends 3,7% et ainsi de suite. Et les enchères continuent comme ça jusqu'à temps que plus personne baisse, quoi, hein. C'est une sorte d'enchère à l'envers, quoi. Et donc, la communauté allume 3 bougies. Et à l'extinction, donc à l'extinction de la première bougie, on fait déjà un point. Après, on en a une deuxième. Et à l'extinction de la troisième, il faut vraiment avoir trouvé une solution. En général, on s'accorde assez vite, mais j'ai vu des endroits où voilà, il y a des conflits et où on essaye de continuer à s'accrocher. Les documents disent que parfois, déjà, jusqu'au bout de la nuit, on se bat pour essayer de savoir qui va être exacteur, quoi. Tout ça parce qu'en fait, il y a un rôle là-dedans, enfin, il y a un atout. Dans une communauté qui a 5-6 000 livres de taille, bon, eh bien, le rôle de l'exacteur est quand même important parce que, bon, même si au quotidien, ça ne doit pas être très drôle d'aller toquer à la porte des gens pour aller récupérer le montant de la taille, eh bien, il y a quand même, ouais, c'est un commerce qui est assez juteux quand même parce que si vous récupérez 4% d'une communauté qui doit 6 000 livres de taille, ça représente quand même une certaine somme à la fin de l'année. Et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant que dans beaucoup de communautés, ce soit toujours le même qui remporte la mise chaque année. Et des fois, alors j'avais vu notamment pour Taloir, pendant des fois une dizaine d'années entières, c'est toujours le même qui remporte l'exaction. Et le même aussi qui remporte la charge de regratier. Donc, ce sont des charges qui sont électives, mais qui sont liées à quand même une mise aux enchères. Bien sûr, derrière, l'intendant a un droit de regard, hein. Si l'exacteur de l'année ne plaît pas à l'intendant dit non, mais là, on va recommencer parce que ça ne va pas. Donc, il ne faut quand même pas oublier que la communauté n'est, en tout cas après 1738, plus du tout autonome, plus vraiment autonome là-dessus. Et enfin, si personne ne se présente, là, dans ce cas, c'est le syndic qui prend l'exaction d'office, voilà, parce que, quoi qu'il arrive, il reste responsable du fonctionnement de la communauté et donc de la levée des impôts. Voilà, là encore, j'espère que j'ai été assez clair, ce n'est pas toujours évident à expliquer. Je crois que c'était ma foi bien clair, Sébastien. Donc, encore une fois, nous te remercions pour cette présentation tout à fait lumineuse, bien illustrée, ce qui est toujours tout à fait agréable. Voilà, mais écoutez, nous avons été une bonne trentaine, 30 à 40 personnes à suivre cette conférence, qui pour une première tentative, je crois, est plutôt bien, plutôt un succès. J'espère que vous avez pris donc grand plaisir à assister à cette présentation. Nous devrions pouvoir la proposer en replay, hein, si vous me permettez l'expression. Donc, vous pourrez la revoir ou faire signe aux personnes qui auraient voulu y assister, mais qui n'ont pas pu être présentes. Nous renouvellerons probablement cette expérience prochainement. Et d'ici là, donc, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne fin de semaine. Merci bien à tout le monde et à bientôt sur la chaîne YouTube de l'Académie Salésienne.